veux dire, le mythe fondateur de l'école, c'est qu'elle est là pour transmettre des savoirs alors qu'elle a un rôle clé dans la production et l'intensification des inégalités sociales. Le mythe fondateur de l'État, ce serait de nous protéger entre nous, mais quand on regarde aujourd'hui la massivité des violences qui sont faites aux enfants, on ne peut pas se dire que l'État fonctionne mal, mais qu'il a fonctionné comme ça depuis plus d'un siècle et qu'il va continuer de fonctionner comme ça. Si on parle des violences éducatives ordinaires, selon la Fondation pour l'enfance, c'est 75% des enfants qui sont victimes chaque semaine de violences éducatives ordinaires. Selon la CIVI, c'est 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Tous ces chiffres-là sont suffisamment massifs pour qu'on se dise que non, les institutions continuent, on continue de mener nos vies de façon tout à fait normale et ponctuellement, il va y avoir un rapport, une nouvelle affaire, donc ce sera peut-être les pensionnats coloniaux dans 1 an ou dans 2 ans ou un autre établissement. Mais ces affaires continuent pour que l'État ensuite, où les responsables politiques s'en saisissent, pondent un rapport et des recommandations qui généralement ne sont pas appliquées et qu'ensuite on continue sur le même rail jusqu'au prochain scandale. Je trouve qu'aujourd'hui on a un double climat de répression à la fois pour les établissements privés sous contrat ou non, mais aussi de tous les établissements alternatifs. Je pense à l'école dynamique de Paris qui a fermé, je pense même à des établissements qui font partie du domaine public, le lycée autogéré de Paris typiquement. Et donc je trouve que là, on voit comment est-ce que l'institution scolaire se met au service d'un projet de droitisation de la société. On voit que finalement la question de l'apprentissage, du bien-être des élèves fait largement le pas par rapport à des projets de retour de l'uniforme, par rapport à l'idée de retour d'un enseignement moral et civique, avec une logique presque... Le retour de l'estrade, oui. Dans les salles de classe, etc. Donc un retour de l'autorité qui est bien sûr à la parfaite intersection entre des logiques raciales et puis des logiques adultistes. Je pense que c'est tous ces établissements-là qui rassemblent, et en plus dans une certaine organisation et dans une certaine architecture, dans une certaine répartition de l'espace, des jeunes gens et des adultes. Je veux dire, il ne faut pas s'étonner du fait que ça produise mécaniquement des violences. Et moi, je le dis bêtement, je suis un peu fataliste là-dessus, en tout cas jusqu'à un certain point du fatalisme. Tant qu'il y aura des établissements scolaires, il y aura de la violence scolaire. On va y venir, bien sûr. Les principales institutions qui sont censées protéger et éduquer les enfants sont les principales institutions qui commettent ces mêmes violences. Donc on devrait quand même commencer à se méfier de ce terme de protection. Et donc la domination adulte, pour moi, c'est vraiment l'élément commun de toutes ces situations d'agression qui fait que non seulement il y a la victime, l'agresseur, la communauté, mais aussi ce rapport de domination qui est toujours là, toujours latent, et qui explique pourquoi est-ce que d'un établissement à un autre, il y a des situations qui se jouent en miroir. Les tympans perforés, les lanceuses d'alerte qui sont simplement virées. En fait, à chaque fois, c'est la même loi de la domination adulte, qui est des choses qui sont tellement quotidiennes qu'on ne prend même plus l'habitude de se penser en tant qu'adulte. Je veux dire, c'est comme le fait d'être blanc, c'est-à-dire une fois que tu es tellement blanc, tu es tellement adulte que tu te vois même plus face à face. Et on peut aller vers plus... Oui, sans doute qu'aller vers plus de contrôle des établissements, ça peut être une solution, mais il faudrait aussi prendre en compte qu'aujourd'hui, il y a des établissements qui sont surcontrôlés. Yazid, c'est peut-être le moment d'en parler, mais que tous les établissements religieux sous contrat ne sont pas traités du tout de la même façon et que, notamment les établissements privés musulmans sous contrat, eux, font l'objet d'un surniveau de contrôle. Donc je ne suis pas sûr que l'intensification des contrôles soit la seule solution. Et il y a sans doute aussi quelque chose dans le fond, dans la structure même de l'institution scolaire qui a bougé. Et évidemment que le rapport ne va pas jusque-là et que nous, ensuite, c'est notre responsabilité en tant que militants, en tant que citoyens, citoyennes, de s'en saisir. On parle beaucoup du harcèlement scolaire, par exemple. Ce n'est pas exactement notre sujet du jour, mais pour moi, ça fait partie quand même de l'incroyable florilège des violences produites par l'école en tant que telle, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas... Comment dire ? Il n'y aura plus de harcèlement scolaire le jour où il n'y aura plus d'école, pour le dire de façon très très bête et méchante, quoi. Promiscuité scolaire. L'école elle-même fabrique une espèce comme ça d'entre-soi ou de collectif, disons des populations très nombreuses et organisées collectivement, qui crée de la relation là où il n'aurait pas dû y avoir de la relation. C'est-à-dire que par exemple un élève qui va être le bouc émissaire de l'année, parce qu'en fait il n'y a pas une classe qui ne produit pas un bouc émissaire de l'année, hein. Je veux dire, on a tous des souvenirs d'avoir été maltraité soi-même et parfois peut-être aussi partie prenante de mouvements collectifs, un peu syndic, quoi. Chacun trouvera ça dans sa mémoire. Hélas, parce que l'école produit ça, quoi. En fait, tous les ans, il y avait toujours des éléments faibles dont on savait très bien que c'est d'eux qu'on allait pouvoir se foutre gentiment, puis moins gentiment, et puis voilà. Parce que, je veux dire, cette espèce de collectif bizarre qui s'appelle une classe et qui s'appelle un collège ou un lycée, fabrique des comportements grégaires qui font revenir des invariants anthropologiques de n'importe quelle tribu, quoi, finalement. Bon. Donc moi, je pense qu'il faudrait aussi... J'y pensais à propos des pensionnats, et tu me lances là-dessus, mais il n'y a pas de défaillance dans la structure. Enfin, en tout cas, la pensée structurelle consiste toujours non pas à pointer des défaillances, mais des logiques. Alors qu'ils peuvent nous paraître à nous, selon nos critères moraux à nous, tout à fait pertinents, des défaillances, mais qui n'en sont pas. Qui sont en fait l'institution qui fonctionne dans sa normalité, dans son ordinaire. Tu vois, tu disais par exemple, en rapportant les propos de la commission, enfin du rapport de la commission, que... ils ont manqué à leur devoir de protection. Pour moi, ils n'ont pas manqué à leur devoir de protection. Ils ont tout à fait répondu à leur devoir de protection des institutions.
Parce que les institutions, elles se couvrent entre elles. Je veux dire, c'est un peu le destin toujours autoritaire de toute institution. C'est d'abord de vouloir sa propre perpétuation, de vouloir être pérenne. Bon, donc une institution vise toujours son propre ordre, elle est fondamentalement conservatrice, mais les institutions entre elles, structurellement, se couvrent toujours. Donc il est tout à fait normal qu'en plus, quelqu'un comme François Bayrou, encore une fois, pas pour revenir à lui, mais comme cas, qui est lui en plus au cœur de, enfin comment dire, à l'intersection de plusieurs institutions, l'institution catholique, l'institution gouvernementale à l'époque. Enfin, je veux dire, un gouvernement est aussi une institution. C'est un édile local aussi. C'est vraiment un notable local. Ouais. Enfin, je veux dire, il est vraiment au croisement de tout. Il était le mieux placé que tout le monde pour n'être pas défaillant par rapport à son devoir institutionnel de protéger les institutions. Les institutions se couvrent toujours entre elles dans un truc très de classe dominante, enfin, ou toujours qu'on pourrait dire de classe dirigeante, à savoir que je te couvre, j'entends bien que tu me couvriras la prochaine fois. Tu m'envoies l'ascenseur. Nous avons tous parié que nous avons tous intérêt à la pérennité des uns et des autres. Contre quoi ? Contre la plèbe, contre les gens de peu, contre les gens qui ne sont pas institutionnels, etc. J'y pensais tout à l'heure quand tu parlais de cette espèce de réflexe début XXe siècle, disons, du monde catholique, qui est un monde en fait, qui s'est vécu comme en guerre, qui s'est vécu comme agressé. Ouais. Eh bien, les institutions se vivent toujours comme agressées. Et donc, au titre de quoi elles ont développé comme ça une espèce de... On va souder les troupes, on va vraiment, et surtout, donc, imposer l'omerta entre nous, puisque tu comprends, l'ennemi se servira de n'importe quelle violence qui serait révélée en notre propre sein contre nous. Donc, c'est vraiment une logique de guerre. Eh bien, je pense que les institutions se vivent toujours comme étant en guerre. En guerre contre quoi ? Contre le bas peuple qui pourrait les menacer. Donc, moi, je pense que là-dedans... évidemment, nous avons raison de garder un curseur de jugement ou une espèce de critérium de jugement. Si tu veux dire, tout ça n'est pas normal. Tout ça n'est pas normal ce qui s'est passé. Comment tout le monde a couvert tout le monde. Mais en fait, tout ça est éminemment normal. C'est ça que je veux dire d'un certain point de vue. Dans le monde entier, l'école a été établie comme l'organe reproductif de la société. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce qu'un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. À l'école, l'enfant apprend avant tout que ce qui est valable à apprendre, ce qui me servira plus tard, ou peut-être ce qui servira à la société plus tard, c'est ce qui peut être transmis par quelqu'un qui est professionnel. On apprend que enseigner, si on n'est pas professionnellement instituteur, est en quelque forme moins valable. L'école est à la racine d'une spiritualisation du capitalisme. On a traduit croissance personnelle en éducation qui est égale à scolarité. Une fois qu'on fait cette traduction et la rend obligatoire, l'éducation, le savoir même, devient une marchandise. Même si elle est produite, comme dans la majorité des pays d'aujourd'hui, sous contrôle d'État, par un ministère, l'éducation, ou mieux encore, le savoir, devient rare dès le moment qu'il devient une marchandise. Une fois que je traduis éducation ou savoir en scolarité, automatiquement il y aura certains qui, pour certaines raisons, seront sélectionnés pour en avoir beaucoup plus que les autres et qui justifieront leur privilège économique, social, politique, par le fait qu'ils ont accumulé spirituellement une marchandise non tangible qui s'appelle le savoir. Diriez-vous que dans notre société, il y a trop d'autorité ou pas assez ? Eh bien, je pense que si on posait cette question libellée de cette façon à tous les citoyens qui se disent eux-mêmes de gauche, qui votent à gauche, votent pas à gauche, mais enfin se disent de gauche, il n'est pas du tout sûr que nous aurions majoritairement comme réponse que la société souffre d'un trop d'autorité. Je pense que même, en fait, je suis à peu près sûr que nous aurions une réponse majoritaire et massivement majoritaire pour dire notre société souffre d'un déficit d'autorité. En particulier quand on parle des enfants, parce que les discours sur la baisse du niveau, voilà, etc., tout à fait. en fait, et oui, la question se poserait... Oui. Le
terme même d'enfant roi est ici extrêmement Tout révélateur. à fait. L'enfant roi qui était quand même une... L'enfant roi qui était... Au départ, l'enfant roi, c'est vraiment une ancienne très très droitière ou réactionnaire ou conservatrice pour stigmatiser 68. Et oui, c'est un refrain qu'on entend beaucoup chez pas mal de gens de gauche, quoi. Donc là, il va falloir se mettre au clair là-dessus, les amis. Dans notre famille qu'on appelle la gauche, qui est une famille un peu pluraliste et plurielle et parfois très 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 hétérogène, je veux dire, on veut plus d'autorité ou moins, quoi. C'est en tout cas d'autorité qui pèse sur les autoritaires, sur les faibles sociaux ou moins, quoi. Et je pense que vraiment tout le monde n'en est pas convaincu. Donc moi, effectivement, fondamentalement, les choses que j'aurais à, non pas à préconiser, mais l'horizon que j'aimerais qu'on se donne, c'est, comment dire, penser que de toute façon, il y a toujours dans les institutions, et notamment scolaires, abus d'autorité. C'est-à-dire que finalement, on pourrait dire, si on était un peu punk, que toute autorité est toujours un abus, mais comme je suis un peu moins punk par moment, je vais dire, je pense que toute autorité appelle l'abus, en tout cas, appelle l'abus. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait travailler au fait que les institutions scolaires, les établissements scolaires, s'il s'agit de les conserver, ce qui pour moi est toujours une question en suspens, une question que j'aimerais bien qu'on se pose un peu plus souvent, mais passons pour l'instant, les établissements scolaires existent, comment pourrait-on faire en sorte qu'il règne un peu moins d'autorité et que les gens qui sont en autorité puissent un peu moins abuser de leur autorité comme ils le font mécaniquement tous les jours. Moi, j'ai été prof, j'en ai déjà témoigné, j'étais plutôt un prof sympa de gauche, mais ça ne m'a pas empêché que ma position même faisait que je commettais tous les jours des gestes ou des paroles d'abus d'autorité. Je pense que c'est, disons, les petits abus d'autorité ordinaires, quoi. On parle mal aux gens, on parle mal aux élèves. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en retour, ils ont très très peu de pouvoir. Et donc j'en viendrai, moi, à ce qui pourrait... je trouve être un vrai chantier de réflexion sur ces établissements et comment on pourrait les réorganiser plutôt que de les supprimer, ça serait de vraiment penser réellement, et je pense que là-dessus Gabriel aura des choses à dire, comment dire, des protocoles démocratiques, pour reprendre un mot qui t'est cher, Yazid. Ben oui, les protocoles démocratiques qui fait que vraiment les enfants pourraient faire bloc. Parce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, moi je suis d'accord, que d'éduquer les enfants et de faire en sorte qu'ils puissent se parler aussi également entre eux, oui, mais pour qu'ils puissent se parler entre eux, il faut quand même casser le fait que je vois qu'un prof abuse de son autorité auprès d'un de mes camarades de classe. Et donc, moi, je suis formé à ça. J'ai vu que c'était un abus d'autorité. Et j'ai envie d'aller lui en parler. Puis je sais qu'il y en a eu d'autres, des abus. Et j'ai envie d'aller voir tous mes camarades de classe pour leur dire « Hey, on va mettre en commun notre information et notre vécu contre ce prof-là ou contre ces 2-3 profs qui nous emmerdent. » Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas le faire en général ? Pour plein de raisons psychologiques qu'on connaît bien, culpabilisation, peur, etc. Mais parce que le prof en question, c'est quelqu'un qui me note. C'est quelqu'un qui a pouvoir sur moi à chaque trimestre de décréter ma moyenne, laquelle moyenne conditionnera le fait que je passe l'échelon supérieur, etc. etc. Donc je vais pas m'emmerder dans la situation scolaire à organiser une espèce d'insurrection ou de révolte, en tout cas de collégialité démocratique entre élèves contre les autorités qui nous sont faites. En fait, tout est fait pour que je ne parle pas. Que je ne parle pas, quel que soit mon degré de conscience et de vigilance et de clairvoyance par rapport à ce qu'être. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que véritablement les élèves aient un vrai poids démocratique dans les établissements scolaires. Ça, je pense que c'est une vraie question. De la démocratie. Tout à fait. En général, ils sortent dégoûtés. On est dans un pays qui, je pense, plus que la moyenne, se fait fort dans ses écoles de préparer les enfants à être des citoyens, qui met la devise de la République sur les frontons, qui fait de l'enseignement moral et civique. On prétend préparer les enfants au plein exercice de leur citoyenneté. Ça ne semble pas être exactement la manière dont ça s'organise concrètement. Donc, est-ce qu'on peut peut-être développer là-dessus Absolument, ça pose la question, si on est militante ou militant de gauche, quel est notre rapport à la discipline, à l'autorité, au final, à l'éducation ? Déjà, il y a cette contradiction massive qu'on avait déjà chez les anarchistes, où des personnes qui se prétendaient contre tous les pouvoirs, ensuite pouvaient parler des femmes en des termes extrêmement sexistes, et je trouve qu'on a exactement la même chose à gauche aujourd'hui, où tu peux défendre l'émancipation, le progrès social, puis tu rentres, et puis des parents qui tapent leurs enfants, qui leur mettent des claques, qui leur disent tu files à l'école, il n'y a pas de mais. Je veux dire, où tu peux être de gauche politiquement dans ton engagement, mais en fait, une fois que tu rentres chez toi, dans ta famille, dans la sphère familiale, tu deviens extrêmement conservateur, tu es une figure d'autorité où tu es en dissonance maximale entre ce que tu prônes comme changement et ce que tu incarnes concrètement auprès des enfants. Les victimes, plus tard, ont des propos extrêmement contradictoires et vont elles-mêmes justifier les violences. C'est aussi le cas d'anciens élèves de ces établissements dont on parlait, qui vont remercier pour les violences subies. Grâce à ces violences, je suis resté sur le droit chemin. Donc il y a aussi une trahison de classe en tant qu'ancien enfant, et puis une trahison de soi-même par rapport à l'enfant, la jeune personne qu'on a été. On a une gauche adulte, une gauche adultiste, et qui est seulement au début de la déconstruction de son propre adultisme, qui, à gauche, milite concrètement contre les violences éducatives ordinaires, ou simplement critique l'école.
il y a quelques figures un peu isolées, enfin comme tu le fais François, comme tu le fais Yazid, enfin il y en a quelques-uns qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que cette institution de l'école, qu'est-ce que c'est que cette institution de la famille,